Merci, Monsieur le Président. Merci, cher ami. À mon tour, bien sûr, je tiens à remercier l'amicale des pédiatres de Fès et particulièrement professeur Hida de m'avoir invité et permis de présenter un cas clinique avec mes chers amis et collègues urgentistes pédiatres. Et merci d'avoir mis une matinée pour l'urgentologie pédiatrique. En fait, moi, je vais changer un peu de cadre. Et j'hésitais entre utiliser Mentimeter ou rester sur l'humain. Et puis après, je me suis dit, on reste sur l'humain, c'est encore mieux. Donc je vous invite tout d'abord à prendre 3 respirations profondes, juste pour être présent ici. Voilà. Et je vous invite aussi à, pour un moment, être dans la société idéale que nous imaginons, où la bienveillance règne, où toute personne peut exprimer sa pensée, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de juste, mais il y a des réflexions qu'on peut faire ensemble. Alors l'observation clinique aussi, je vous invite aussi à voir de mon point d'œil autant que enseignante, universitaire, très passionnée par la pédagogie, depuis 1 an à peu près, voire 1 an et demi, je m'intéresse à une manière de raisonner qui s'appelle la concordance de script ou les tests de concordance de script. C'est en fait une manière de penser et de réfléchir dans le doute. Et qui dit doute, dit champ des possibles. Et dans le champ des possibles, il y a un éventail. Donc je vous inviterai, comme pour les TCS, à construire l'observation avec moi. Et on va commencer par se mettre en situation. On met le décor. On est hétérogène, il y a des résidentes, on peut s'imaginer aux urgences pédiatriques, comme on pourrait s'imaginer autant que pédiatre praticien libéral qui fait des gardes dans une clinique ou éventuellement dans son cabinet, on est le meilleur pédiatre, on a une très belle réputation et puis les gens viennent de partout pour nous voir. Donc, il est 20h ou 21h aux urgences pédiatriques et vous accueillez un patient qui est âgé de 3 ans, qui est somnolent, et qui a présenté 2 épisodes de vomissement suite à une chute de 1 mètre 4 heures avant sa consultation. Alors, pour vous, ça fait traumatisme crânien et... Ouais. Et pour... Souloni. Voilà. Il n'a pas convulsé, il a vomi. Là, est-ce que c'est évident que c'est une... Est-ce que la chute n'est pas secondaire à quelque chose d'avant? Il a eu des vertiges, il est tombé... Les parents étaient... Il y avait un frère qui était plus aîné, il a dit qu'il était en train de jouer, et puis il est tombé. Il n'a pas perdu connaissance, mais 2 heures après, il a commencé à avoir une somnolence. Il a vomi 2 fois avant qu'il nous le ramène aux urgences pédiatriques. Donc c'est peut-être l'état de cet enfant qui a conduit à la chute. Éventuellement, il n'a pas d'antécédent. Il y a le pré-chute et le post-chute. Post-chute, très très bien. Pour une expérimentée, c'est... Ouais. Donc il n'y avait pas d'un état particulier. C'est-à-dire le patient n'a pas d'antécédent particulier. Il y a une autre question qu'il faut se poser dans le sens de pré-chute. J'ai mis sur la 2e diapo, bien sûr. Et prise médicamenteuse et aussi les habitudes toxiques. Si des parents... Voilà, CO et habitudes toxiques. Moi qui ai travaillé à Chefchaouen, j'ai reçu beaucoup d'enfants qui goûtaient un petit peu voilà, à ce que utilisent les parents. Donc il faut poser cette question. Il n'y en avait pas. Donc en général, quand on pose cette vignette clinique, on se dit c'est probablement un traumatisme crânien, mais j'ajouterais probablement qui est léger. Pourquoi léger? Parce qu'il y a juste la somnolence, c'est un Glasgow Coma Score qui est supérieur à 12, c'est juste là. Et puis, il y a une confusion, la somnolence éventuellement s'y inscrit, c'est selon les critères de l'OMS. Il n'y a pas de perte de connaissance initiale, en général on tolère jusqu'à 30 minutes. L'amnésie, en général, dont on parle, et qui est difficile à détecter chez l'enfant, en général, est moins de 24 heures. Et puis, on peut avoir un signe focal transitoire. Ça peut être neurologique, ça peut être une petite convulsion de courte durée.
Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on appelle le réanimateur, est-ce qu'on le surveille soi-même? Un avis de qui? Voilà, donc c'est le scanner. Éventuellement, je dois... C'est important, merci professeur Gueddari de l'avoir dit, parce qu'on a tendance, moi j'imagine, que dès qu'on a un traumatisme crânien, on pense au neurochirurgien, c'est lui qui doit s'en occuper, ou bien on pense au réanimateur, c'est lui qui doit s'en occuper. Or, c'est le pédiatre qui doit s'en occuper, parce qu'effectivement, il doit chercher le pré, il doit chercher le pendant, et il doit chercher le post, et éventuellement poser l'indication du scanner. Parce que autant si c'est un traumatisme crânien qui est grave, au moyen, on se dit scanner tout de suite. Mais quand on a un traumatisme crânien qui est léger, on peut se poser la question quand est-ce qu'on va mettre l'indication du scanner. Parce que vous savez, il y a certaines lésions qui peuvent prendre du temps pour s'installer. Et donc, si je fais un scanner très tôt, je peux passer à côté de lésions. Donc, l'idéal, c'est de faire à partir de 4-6 heures. Mais plus on peut prolonger, mieux c'est. D'accord. Donc, voilà. Donc, on va surveiller simplement. Il y a plusieurs sociétés savantes, notamment la canadienne, l'américaine, la british, mais aussi française, qui utilisent les critères de Pécan, où on va plutôt juguler ou qui est plutôt conservatrice et on ne va pas utiliser le scanner à tort et à travers. Parce que le souci du pédiatre aussi, c'est de demander mais ne pas irradier. Et donc, quand il y a un trouble, altération d'état général, l'indication se pose. Notre patient se pose l'indication du scanner. Mais jusqu'à maintenant, on peut se permettre de surveiller parce qu'il est stable sur le plan hémodynamique, il n'y a pas de signe de focalisation, il y a juste la somnolence. Alors, cette plaque, c'est surtout pour dire qu'on peut se permettre d'observer sans indiquer de scanner si les vomissements sont isolés. Le PCARN est compatible avec les enfants de moins de 2 ans, d'âge de moins de 2 ans, mais aussi de plus de 2 ans. Et donc, on peut observer s'il n'y a pas vraiment un hématome important et si le mécanisme n'est pas sévère. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Pas d'accord? Qui est d'accord? Tout le monde est d'accord? OK. Donc voilà. Là, on est en train de surveiller. À un moment donné, il va commencer à faire des sueurs profuses, il a des extrémités froides, il a des frissons, et il commence à altérer sa conscience. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, les voies sont libres. Il respire normalement. Elle est toujours à 37,2. Voilà. Circulation, il a une tachycardie, une tension artérielle qui est normale, mais qui a une fréquence, il a une extrémité froide, un taux de recoloration qui est toujours normal, à la limite de la normale. 37,2. On n'a pas encore fait la TDM, il était en surveillance. C'est une chute d'1 mètre. Les urgentistes ont des réflexes. أنا ما كرهش les urgentistes ما يهضروش. أنا ما كرهش les autres qui peuvent parler, si c'est possible. Ça indice. Alors, est-ce que je fais le scanner tout de suite? Demandez-moi, il n'y a pas d'autres signes. Déjà, à l'examen initial, tout était normal, mis à part une petite échymose au niveau du point d'impact, sans rien de plus. Tout de suite, scanner. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire en condition? Très bien. Remplissage. Très bien. Très, très bien. C'est un très bon réflexe. Maintenant, tu as parlé d'examen clinique. Donc, si je vais sur l'approche syndromique, moi, je vais... excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça... Voilà. Ah, oh, déjà? OK, ça va marcher. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc, on est sur un état de choc qui est compensé, avec un examen neurologique normal, mis à part l'altération de la conscience. Il a des frissons avec une température qui est normale. Et c'est une chute de 1 mètre et pas de PCI. Est-ce qu'il y a d'autres choses à chercher? Qu'est-ce que vous... Il n'y a pas de rupture de rate. L'examen est strict. C'est possible de penser, mais c'est une chute de 1 mètre. Oui.
C'est un état de choc compensé. Alors, examen, on reste sur l'examen clinique. Qu'est-ce qu'on va chercher? Et nous, en général, on va toujours leur dire, cherchez ça. Très bien. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, il n'y en a toujours pas. Il est normal. Et il n'y en a pas. OK. La machine strictement normale. Il y a quelque chose à chercher. Il n'y a pas d'autre signe hémorragique, il n'y a pas Ah un oui, éventuellement. Après, mais c'est une chute qui est... Oui, mais c'est juste. Il faut y penser. Très bien. C'est pour ça que j'ai mis l'observation. C'est quelque chose que toi-même, tu es très pointu sur ça. En général, tu parles des nourrissons parce qu'ils ont des couches, et pas les urines. Il faut voir les organes génitaux externes. Est-ce que ça change pour vous quelque chose si vous trouvez ça? Déjà, vous pensez à la piqûre de scorpion. Très bien. Mais est-ce qu'il n'y a que la piqûre de scorpion? Parce que devant un priapisme, le traumatisme aussi peut donner... La pharmacologie qu'on a enlevée, le priapisme peut être secondaire à une hémopathie, mais il n'y a pas d'antécédent dans la famille, donc on peut l'éliminer. Le traumatisme peut donner le priapisme. Mais en général, c'est des traumatismes qui sont soit sévères, soit au niveau des centres respiratoires ou avec une atteinte du tronc cérébral et où on a des troubles végétatifs. Et là, on pourra trouver toute la panoplie. D'accord. Donc là, on va refaire l'anamnèse pour chercher déjà l'origine qui était rurale, si on n'avait pas posé la question. À Marrakech, ça c'est la cartographie de Marrakech, et nous, on a en général, il venait de Chichaoua, et pas que Chichaoua, la rurale de Chichaoua, donc ça peut poser la question, mais on reste toujours, est-ce que c'est le traumatisme crânien, est-ce que c'est la piqûre de scorpion? On est dans la saison estivale, et on a réexaminé le patient, on n'a pas trouvé de piqûre. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé de piqûre qu'il n'y a pas une envenimation scorpionique. Ça, c'est un autre message que je voulais faire passer. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour faire la part des choses, on a un choix. Est-ce que je vais vers le scanner directement ou je fais autre chose? Là, je fais quand même... Moi, je ferai le scanner. Vous avez parlé de stabiliser les malades, mais je dois faire la part des choses. Est-ce que je remplis? Est-ce que je fais faire autre chose? Remplir. Remplir par combien? Parce que là, c'est envenimation scorpionique. Qui dit envenimation scorpionique dit... Oui, on a pensé. On a ajouté la piqûre, l'envenimation. Il y a un problème. Un remplissage, d'accord. Et si, qu'est-ce qu'on fait pour faire la part des choses? Le scanner pourrait être un élément... Il faut le faire. Un élément qui permet peut-être d'avoir une idée. Mais si on était sur l'urgence, c'est quelque chose qui est pratique et qu'on peut faire. Les coqueurs, merci Nour. On va faire les coqueurs qui va nous montrer, parce que quand on dit envenimation scorpionique, on dit atteinte myocardique. Et donc le TT ou fast écho, parce que le TT n'est pas facile à faire, mais on peut faire des fast échos par des réanimateurs, par des urgentistes. Voilà. Et donc elle avait montré une hypokinésie qui était globale et avec une contractilité à fraction d'éjection à 48%. On continue éventuellement, mais à tête reposée, c'est-à-dire on fait le prélèvement des troponines qui étaient élevées. Donc la prise en charge, elle va changer. C'est en fait une envenimation qui est de grade 3. Et donc je dois impérativement, pas le remplissage, parce que le remplissage doit être prudent, parce qu'on est devant une insuffisance cardiaque. Et donc c'est la dobutamine qu'il faut commencer à une dose un peu plus élevée, parce qu'on sait que c'est une envenimation, et donc on va diminuer par la suite. Voilà, un monitorage qui est intensif, et surtout une réanimation précoce. Parce que là, ça switch complètement la prise en charge. Ce n'est pas la même chose. Et c'est juste un élément clinique qui va changer. Et c'est enlever la couche, voir les organes génitaux externes et voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Donc le patient s'est amélioré sur le plan clinique après 24 heures. Et l'ATDM qu'on avait réalisé après stabilisation du patient était normal. Pourquoi ce cas clinique? Parce qu'il n'est pas facile. Et ce n'est pas la difficulté qui est là, mais c'est surtout le doute qui s'installe. Parce que c'est fréquent, l'envenimation est fréquente, les traumatismes crâniens sont fréquents, ils sont graves, et les tableaux peuvent être trompeurs. Mais surtout pour dire que le pédiatre doit jouer un rôle important dans la prise en charge de l'enfant, et que ce n'est pas le neurochirurgien ou le réanimateur qui doit le prendre, on doit
stratifier, surtout pour l'indication du scanner, pour l'indication des examens complémentaires, il faut être stratifié et être au centre de ça. Mais après tout ça, ce qui est important pour moi, c'est de passer de l'automatisme qui est rassurant et qui peut être par moments beau et nous mettre à l'aise, au systématisme qui, lui, est réactif à l'environnement et qui, lui aussi, est beau, mais à sa manière, et il est plus structuré. Et entre les deux, il faut être vigilant et toujours réexaminer le patient en totalité et pas que se focaliser sur le premier diagnostic qui vient. Merci. Merci Widad pour ce cas présenté de façon très didactique. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Non, c'était très interactif, donc on est sur le temps. Merci beaucoup. Merci, mesdames, les urgentistes, les Widadi, la Mia et Nour. Asma, donnez les cadeaux. Donc, on va vous remettre les... Ah, la 12. Madame Widad. Merci beaucoup. Widad. نبان معكم الفوتو. انت خديتي شكون اللي ما عيطش عليه وداد شكون اللي ما عيطش عليه ياك ما نسيت Merci. Donc, une pause de café de 20 minutes.